Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. On va discuter de la thématique du mois du diabète 2021 et en fait la thématique va s'étendre jusqu'à 2023. Donc cette campagne porte sur l'accessibilité des soins en diabète et donc ça inclut bien sûr l'accès à l'alimentation saine aussi. Avant qu'on plonge dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, ben, je m'appelle Sandrine Stacco. Je suis nutritionniste, diététiste et spécialiste de l'éducation chez Université. Donc, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Alors, on dit souvent que l'alimentation saine, c'est un des piliers de la gestion du diabète. Est-ce que globalement, tu peux nous expliquer le lien entre l'alimentation et le contrôle de la glycémie? En fait, le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une augmentation du glucose dans le sang. Le glucose, c'est en fait, ça provient des glucides qu'on va consommer à travers l'alimentation. Et quelqu'un qui vit avec le diabète, dans le fond, va avoir de la difficulté à gérer tout le glucose qu'il va consommer. Et ce glucose peut s'accumuler dans le sang et causer une hyperglycémie. Donc, avec une saine alimentation, ça permet d'arriver à maintenir un meilleur contrôle de notre glycémie. Et bien évidemment, il va y avoir d'autres bénéfices aussi qui vont être liés à la saine alimentation. Mais comme on l'a dit un peu dans la question, c'est un pilier. Donc, bien sûr, c'est un de plusieurs. Donc, ça va être accompagné souvent de l'activité physique, de la médication, la gestion du stress et de l'autosurveillance de la glycémie. Excellent. Puis quand on parle d'alimentation saine, à quoi est-ce qu'on fait référence exactement? C'est sûr que c'est plus ou moins clair des fois parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, les sites web, tous les types de médias dans le fond. Mais ce qu'on recommande en termes d'alimentation saine, ça va être premièrement d'avoir à peu près la moitié de nos repas qui sont sous forme de fruits et légumes. Donc, ça veut dire qu'on devrait en manger beaucoup. Puis, c'est vraiment, peu importe s'ils sont crus, cuits, en conserve, surgelés, tant qu'on en mange beaucoup, c'est vraiment ça qui va être important. Ensuite, on veut avoir un quart de ce qu'on mange qui soit des aliments protéinés. Donc, par exemple, les légumineuses, la volaille, le poisson. Puis, le dernier quart, on va vouloir viser les produits céréaliers, plus particulièrement ceux à grains entiers quand c'est possible. Sinon, ce qui va être intéressant, c'est de boire beaucoup d'eau, d'avoir une belle variété, puis de prendre le temps de savourer ces aliments aussi. Puis quand quelqu'un veut adopter de saines habitudes alimentaires, c'est quoi les barrières qui vont être le plus fréquemment rencontrées? Je pense que l'erreur que les gens font le plus souvent, c'est de décider de tout changer du jour à l'autre. Donc, on est motivé, on décide qu'on va tout modifier notre alimentation ou peu importe l'habitude de vie. Mais ça, ce n'est pas une façon de faire des changements qui vont être durables. Donc, on veut vraiment, quand on fait des modifications, que ce soit des modifications qui restent pour tout le restant de notre vie et non pas pour seulement quelques semaines ou quelques mois. Donc, c'est préférable d'y aller avec des petits objectifs. Petit à petit, on va progresser, ça va devenir des plus gros objectifs et on va finir par être capable d'atteindre la modification qu'on voulait initialement avoir. Donc, par exemple, quelqu'un qui mangerait aucun légume, si la personne du jour à l'autre se dit, je mets une moitié de mes assiettes qui soient remplies de légumes, ça risque d'être assez difficile et ça risque de ne pas durer très longtemps. Donc, à la place, cette personne-là pourrait se dire, bien, pour commencer, je vais commencer par en mettre un petit peu dans peut-être 3 repas dans la semaine. Puis, au fur et à mesure, les 3 repas deviennent 4, 5, 6, 7. Puis, finalement, on va éventuellement avoir tous nos repas qui vont avoir la moitié des légumes dans l'assiette. On peut aussi aller en termes de quantité. Là, on commence par un petit peu, après ça, un tiers pour finalement arriver vers la moitié de légumes. Donc, ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Puis l'autre erreur, ça va être vraiment de se mettre trop de restrictions aussi, donc d'être moins réaliste. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, pour moi, le chocolat, c'est fini, à vie, j'en mange plus, ça risque de ne pas durer très longtemps non plus. Super, merci.
Tu en as parlé déjà un petit peu, mais on remarque en fait les données nous disent que seulement 36 à 40 des femmes et 20 à 24 des hommes adultes vont atteindre la recommandation pour la consommation de fruits et légumes à chaque jour. Euh, donc, si jamais on a quelqu'un qui veut graduellement augmenter sa consommation, ce serait quoi les trucs qu'on pourrait lui donner? Premièrement, comme je dis, on y va graduellement, donc on vise peut-être un tiers avant de viser la moitié. Ensuite, pour les gens qui n'aiment pas trop les légumes ou qui disent pas trop aimer les légumes, c'est d'aller en essayer des nouveaux. Si on n'aime pas ceux qu'on connaît, il y en a plein d'autres qui existent qu'on n'a sûrement jamais goûté et qui pourraient devenir notre légume préféré. Donc, est-ce que vous avez déjà goûté au céleri rave, au gombo, à la chayotte? Donc, allez essayer des nouveautés, puis vous verrez s'il y en a qui vous intéressent plus. Ensuite, un autre conseil, ça serait de les intégrer discrètement. Donc, des fois, quand c'est broyé, mélangé à autre chose, ça va être plus accepté. Donc, dans les soupes, les smoothies, les sauces, etc. On peut aussi aller voir les différents modes de cuisson. Donc, un champignon cru, par exemple, ne goûte pas de la même façon qu'un champignon cuit. Donc, on peut aller explorer un peu justement les différences à ce niveau-là. Et pour s'assurer de manger tous les légumes qu'on achète, une règle essentielle, c'est de les mettre en avant dans le frigo, quelque part qu'on peut les voir. Donc, quand on les met au fond du tiroir ou bien en arrière de toutes les autres choses, on a tendance à les oublier. Donc, voilà. Très vrai. Puis les statistiques démontrent qu'au Québec, c'est environ 11 des ménages qui vivent de l'insécurité alimentaire. Puis au cours des 10 dernières années, l'indice du prix des aliments a augmenté de 26 comparativement à 14 pour les autres biens et services. Donc, quand on tient compte de ces circonstances-là, quel conseil on peut donner à quelqu'un qui veut manger sainement, mais qui a peut-être un budget limité ou qui a recours aux banques alimentaires? Est-ce que c'est possible? Donc, si on a un budget limité, il y a des petites astuces qu'on peut prendre pour arriver à quand même avoir une alimentation saine. Donc, premièrement, d'aller planifier ses repas, ça va beaucoup aider à respecter notre budget parce qu'on va être capable de planifier ce qu'on va acheter sans acheter plus que ce qu'on a réellement besoin, puis avoir plein de pertes au final ou plein d'aliments qui ne matchent pas nécessairement ensemble. Donc, de planifier, ça peut aider. Sinon, ça peut aussi nous permettre de se baser sur les rabais de la semaine, en fait, pour faire nos menus au lieu de prendre peut-être la protéine qui est la plus chère cette semaine-là. Donc, ça aussi, c'est une bonne idée. Ensuite, de cuisiner souvent, ça aide à éviter de gaspiller trop d'argent en termes d'alimentation parce que dès qu'on paye pour un aliment qui a déjà subi une préparation, bien, ça va être plus cher parce qu'on paye pour la préparation qui a été subie. Fait, mettons un ananas qu'on achète complet, c'est sûr que ça va coûter moins cher que l'ananas qu'on a acheté déjà coupé en morceaux parce qu'on paye pour la main-d'œuvre. Donc, on paye pour la personne qui l'a coupé en morceaux pour nous. Donc, de cuisiner plus souvent, de cuisiner plus à base de produits de base, en fait, ça va vraiment aider à ce niveau-là. Sinon, on peut essayer d'aller avec les protéines végétales aussi, qui coûtent moins cher que les protéines animales, mais qui sont tout autant nutritives. Puis, c'est sûr que les banques alimentaires existent aussi, là, comme tu l'avais mentionné, si jamais on a vraiment moins d'argent. Merci. Donc, je comprends que c'est ça qu'il y a plusieurs pistes de solutions pour les individus. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, les gouvernements, les producteurs, les entreprises qui œuvrent dans le secteur alimentaire ont aussi un rôle à jouer. Donc, à ton avis, à plus grande échelle, comment est-ce qu'on peut favoriser un meilleur accès à l'alimentation saine? Donc, l'objectif, c'est d'arriver à un niveau de sécurité alimentaire pour tous les gens. Donc, ça veut dire que tout le monde doit avoir un accès physique à la nourriture saine. Tout le monde devrait avoir aussi les moyens de se payer la nourriture qui va être saine et qui va leur permettre de remplir leurs besoins, de respecter leurs préférences alimentaires aussi. Donc, ça, c'est l'objectif.
en termes de ce qu'on peut faire, bien, il y aura plusieurs solutions possibles, mais entre autres, on peut aller soutenir la création d'environnements favorables à la saine alimentation. Il faut s'assurer aussi d'impliquer les communautés vulnérables pour comprendre leurs besoins, donc de ne pas juste faire des changements sans nécessairement être conscient du vrai problème. Puis, il y a aussi la littératie alimentaire qui peut être intéressante à développer. Donc, ça, c'est en fait toutes les connaissances reliées à l'alimentation. Donc, s'assurer que tout le monde connaît les différentes techniques culinaires, tout le monde a accès à l'information, sait comment lire aussi l'information nutritionnelle, que les gens savent comment planifier leur repas en fonction de leur budget aussi. Donc, ça, c'est quelques solutions possibles. Merci beaucoup, Sandrine. C'était super intéressant. Merci.